retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés Radio. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux ce matin pour parler de la réforme des retraites. Au menu notamment la question de la pénibilité, mais aussi la transition entre le régime actuel et le futur régime à points, ou encore la question des aménagements de fin de carrière. On va parler de tout ça avec le sénateur Les Républicains de la Meuse, Gérard Longuet. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Et puis nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction le Maine-et-Loire, dans une commune nouvelle. Ce sont ces villes nées de la fusion de plusieurs communes. Qu'est-ce que ça change pour un maire et qu'est-ce que ça change pour les électeurs le 15 mars prochain? On va voir tout ça. Et puis enfin, dans le club des municipales, on fera entre autres un point sur la campagne à Aix-en-Provence. On sera en direct avec nos partenaires de la Provence, avec Guillaume Ricavi, le directeur des rédactions. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 13 février. Emmanuel Macron a passé la nuit dans un refuge en Haute-Savoie après avoir dîné avec des experts du climat. Ce matin, il ira sur la mer de glace, puis lancera à Chamonix l'Office français de la biodiversité. Il y annoncera notamment des mesures de protection du Mont-Blanc. 2 des 11 patients atteints du coronavirus en France sont sortis de l'hôpital. Il s'agit du couple de trentenaires hospitalisés à l'hôpital Bichat. Une réunion a lieu aujourd'hui à Bruxelles, réunion des ministres de la Santé des pays de l'Union européenne. Objectif, définir une stratégie commune contre la propagation du coronavirus. Et puis le suspense était mince, mais c'est désormais officiel. François Baroin est candidat à un 5e mandat dans sa ville de Troyes. Le président de l'Association des maires de France a écrit une lettre aux Troyens dans laquelle il fait part de son envie de poursuivre son engagement au service de sa ville dans un esprit de rassemblement. Et on débute avec le sénateur du jour élu de la Meuse, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On l'a vu, séquence verte pour Emmanuel Macron, c'est 24 heures. Aujourd'hui, il doit se rendre sur la mer de glace en Haute-Savoie. Et hier, il a présidé un conseil de défense écologique dans lequel il a annoncé des mesures. Avant de vous entendre, on va regarder quelles sont ces mesures. C'est avec Jordan Klein. Le Mont-Blanc, c'est le site qu'a choisi Emmanuel Macron pour annoncer ses mesures en faveur de l'écologie. Et le président a déjà détaillé ses intentions hier à l'issue d'un conseil de défense écologique pour des pratiques plus éco-responsables de la part des services de l'État. Création d'un forfait de 200 € par an pour inciter les fonctionnaires au vélo ou au covoiturage. Arrêt des achats d'objets en plastique à usage unique. Ou encore création de parkings à vélo et bornes électriques sur ces sites. Elisabeth Borne, ministre de l'écologie, a elle annoncé d'autres mesures en faveur de l'écologie. L'augmentation des aires protégées devront couvrir 30% du territoire contre 23 aujourd'hui. De nouveaux parcs verront alors le jour, comme la baie de Somme ou le Mont Ventoux. Le Mont Blanc, lui, sera davantage protégé. Un arrêté préfectoral de protection naturelle sera instauré, puisque depuis quelques années, le plus haut sommet français est menacé par la surfréquentation. Enfin, 10 ans après la tempête Xynthia, la ministre a fait savoir qu'environ 50 000 logements des côtes vendéennes pourraient être relocalisés d'ici la fin du siècle. Critiqué par de nombreux acteurs pour son manque d'implication écologique, Emmanuel Macron tente, avec ses annonces, de verdir son programme politique. On a vu ces mesures annoncées hier, Gérard Longuet. Vous les approuvez, ces mesures ? Ce sont des mesures de long terme. L'environnement, c'est une affaire de tous les jours, sur plusieurs siècles. Alors, vous savez, le temps qui passe, les 5 ans d'un mandat présidentiel ne peuvent pas faire basculer les choses. Tant mieux si on respecte une règle de circulation. Le Mont Blanc est envahi par des touristes sportifs. Donc pourquoi pas. Pour le reste, moi je demande à voir. Je crois qu'il faut continuer les efforts qui ont été engagés et ne dissuader personne. S'appuyer sur ceux qui connaissent bien les territoires, c'est-à-dire les élus locaux. Il ne s'appuie assez sur les élus locaux, sur ces sujets, Emmanuel Macron, pour vous ? Pas assez. Si vous voulez, en matière d'environnement, vous avez des gens qui sont extrêmement passionnés, des gens extrêmement compétents. Et puis, il y a des gens qui sont extrêmement responsables. Ceux qui sont responsables, ce sont les élus, parce qu'ils ont des comptes à rendre. Ceux qui sont compétents, on doit les écouter parce qu'ils apportent des éclairages et parfois des solutions. Et ceux qui sont passionnés ne sont pas négligeables, mais il faut relativiser le point de vue
et leur point de vue en particulier. Alors on voit Emmanuel Macron est dans une séquence verte, hein. On a vu ce Conseil de défense. C'est tout à fait l'impression qu'on donne, une séquence. Le problème de l'environnement, c'est que ce n'est pas une séquence, c'est une attitude de tous les instants sur plusieurs décennies. Et pour lui, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi ce qu'il fait là? C'est de la com, on est à un mois des municipales. Voilà, on est à un mois des municipales. Il semblerait qu'il y ait dans les villes, en tous les cas, dans les grandes villes, une poussée verte, parce que comme tout le monde voudrait vivre dans une ville qui soit en même temps à la campagne, ce qui est évidemment impossible. Si on veut vivre à la campagne, c'est très facile, simplement c'est ailleurs, c'est pas en ville. Alors il y a cette tentation écologique en milieu urbain. Je vois ça avec sourire, mais la campagne, c'est autre chose. Vous voyez qu'il y a une arrière-pensée électoraliste dans ce que fait Emmanuel Macron? Je pense qu'il n'y a pas que cela. Je ne lui ferai pas cette attaque, mais en effet, les circonstances ponctuelles donnent ce sentiment de raccrocher des électeurs qui manifestement sont à l'égard de ces candidats qui sont d'ailleurs inexistants, très dubitatif. Alors, parmi les mesures brandies par le gouvernement, mesures écolo, il y a la fermeture de Fessenheim. Le premier réacteur va fermer dans 10 jours, le 22 février prochain. Est-ce que, pour vous, c'est une bonne chose? Elle est parfaitement inutile. C'est une fermeture symbolique qui est un prix que François Hollande avait accordé au soutien écologique. Ça nous remonte à 2012, c'est-à-dire il y a le temps de Mathusalem. Et cette décision aurait pu être révisée par le nouveau président, la nouvelle majorité, car la fermeture de Fessenheim n'a techniquement et économiquement aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que le réacteur fonctionne bien, et que son fonctionnement permet tout un écosystème local dans une région alsacienne qui a besoin de ce soutien. Alors le gouvernement nous annonce des reconversions, c'est dans la région Grand Est qui est la mienne, nous les observons avec beaucoup d'attention, mais enfin pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Mais vous parlez en termes d'emploi? En termes d'emploi. Vous êtes inquiet pour les salariés de la centrale de Fessenheim? Les salariés appartiennent au groupe EDF. Le groupe EDF a les moyens de les recaser progressivement. Mais vous avez tous les prestataires de services, toutes les entreprises de bâtiments, de mécanique, d'entretien, qui tournent autour de Fessenheim et qui, elles, vont perdre leur activité. Et à cet instant, il n'y a pas de solution de reprise pour elles, alors que Fessenheim, après l'inspection décennale, il y a une inspection tous les 10 ans de l'autorité de sûreté nucléaire, pouvait parfaitement se prolonger de 10 ans. Cette fermeture de Fessenheim, elle est la suite C'est un prix à payer. C'est un prix à payer à l'accord politique de 2012. Et nous sommes en 2020, c'est-à-dire il y a 8 ans, lorsque François Hollande, dans son programme, a annoncé qu'il fermerait 2 centrales nucléaires. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas le faire. Alors le président Macron a été un peu plus réaliste. Il a reporté à 2035 l'échéance à laquelle le nucléaire en France ne représenterait que 50% de l'électricité. C'est d'ailleurs une échéance qui mathématiquement ne peut pas être tenue à ce jour, mais un geste à l'égard de ceux qui n'aiment pas le nucléaire. On peut ne pas l'aimer, mais si on prend une décision rationnelle, il aurait fallu la maintenir. Mais pour vous, ça ne sera pas tenu, cette part de 50% dans le mix énergétique? C'est impossible à tenir. Je ne vois pas comment ça peut être tenu. Allez, on va passer à un autre sujet. On va parler de la réforme des retraites et de son calendrier parlementaire avec notre journaliste Jourdain qui nous rejoint. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Allez, vous allez nous parler du calendrier de la réforme des retraites. On est en procédure accélérée, calendrier qui divise presque autant que la réforme elle-même. Une question, Oriane, l'exécutif peut-il faire voter sa réforme à l'Assemblée avant les municipales du 15 mars? Et si oui, comment? Alors on le sait, la commission spéciale n'a pas pu aller au bout de l'examen de l'ensemble des amendements. 22 000 au total avaient été déposés. Le texte qui sera présenté lundi aux députés sera donc celui du gouvernement. Ils auront 2 semaines, ces députés, pour l'examiner. Objectif de l'exécutif, faire voter ce texte le 3 mars. Le 3 mars, c'est un mardi. Le reste de la semaine est censé être consacré à d'autres thèmes. Pas de réforme des retraites, donc entre le 3 et le 6 mars. Pas de réforme des retraites non plus la semaine qui suit, la semaine du 9 mars. Pourquoi? Eh bien parce que cette semaine-là, les débats sont suspendus au Parlement. Suspension traditionnelle avant les élections municipales dont le premier tour est fixé au 15 mars. Olivier Faure, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, veut un débat sans limite de temps
imposée. Écoutez, c'était au micro des journalistes parlementaires hier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de ce débat. Moi, je le veux. Jusqu'au bout, y compris la semaine du 9 mars. Je le veux jusqu'au bout, y compris la semaine du 9 mars, la semaine suivante et la semaine suivante encore. Je veux que les Françaises et les Français soient parfaitement éclairés sur ce système qui va être mis en place et qui va, s'il était adopté, peser sur les générations futures pendant de longues décennies. Voilà, une phrase très claire de la part du premier secrétaire du PS. Et on l'a compris, ce calendrier, c'est la véritable ligne de crête de la réforme. La ligne de crête de la réforme phare du quinquennat Macron, de ce que le président a lui-même appelé la mère des réformes. Sur une ligne de crête, par définition, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment les choses vont basculer. En clair, qui portera la responsabilité d'un éventuel recours à l'article 49.3, dont il n'est officiellement pas question dans les rangs de la majorité. Pour l'exécutif, il y a deux camps. Hier, sur notre antenne, Marc Fesneau désignait l'ennemi. C'est la France insoumise. Écoutez. Il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas parler du texte, parce que à se demander si quelque chose les gêne. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne craint pas le débat. Nous, on veut parler du texte. Donc, tout ce qui permettra de parler du texte, d'avoir des débats, c'est le travail qui a été fait en commission, qui n'a pas été inutile, comme je le rappelais tout à l'heure. Tout ça, c'est utile pour éclairer les Français et éclairer, au final, le vote d'un certain nombre de parlementaires. Voilà, entre ces deux camps politiques, une entente impossible et le fantôme de l'article 49.3 de la Constitution qui refait surface. Le 49.3 dont il n'est donc pas question officiellement du côté de la majorité, le 49.3 qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte et de mettre un terme au débat lorsque celui-ci s'enlise. Alors en cas de recours au 49.3, on imagine bien ce qu'on dira, Oriane, du côté du gouvernement. On dira que le 49.3 était nécessaire face au blocage parlementaire. Du côté de la France insoumise, on dira que le gouvernement fait une fois de plus la démonstration de son autoritarisme. Ce scénario n'est pas écrit, mais certains socialistes et certains membres du Parti Les Républicains le redoutent déjà, ce scénario. Merci beaucoup, Steve. Vous faites partie des parlementaires qui redoutent ce scénario, Gérard Longuet? Moi, je suis consterné. Voilà une réforme importante. Emmanuel Macron, candidat, avait pris deux positions un peu contradictoires, mais intéressantes. La première, c'était de changer structurellement le système des retraites et mettre en place un système par points qui existe dans certains pays, et en particulier en Suède, on en a beaucoup parlé. Et la deuxième position, alors là, ils étaient complètement fermés, je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs, parce que rien ne l'y obligeait, de dire on ne changera pas l'âge de départ à la retraite, alors qui est devenu l'âge pivot. Et ces deux positions contradictoires, faire une grande réforme structurelle, mais surtout ne rien changer dans la durée du travail, était parfaitement contradictoire. Pendant 2 ans et demi, l'excellent Jean-Paul Delevoye a consulté, écouté, rencontré, dialogué pour arriver à un texte qui aujourd'hui donne le sentiment d'un manque de préparation et un texte qui laisse énormément de questions ouvertes. Alors, je pense que la France insoumise débloque complètement parce qu'elle nous prive, elle prive les Français, elle prive les parlementaires. J'ajoute qu'il n'y a pas que les députés, il y a aussi les sénateurs et en tout état de cause, on ne pourra pas voter cette réforme avant les municipales parce qu'il faut au moins consulter le Sénat. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de procédure d'urgence et donc ça repassera à l'Assemblée nationale. Mais donc je fais partie des gens qui considèrent que le Parlement est abaissé, globalement, à la fois par ses excès, ceux de la France insoumise, mais aussi par le manque de préparation et de précipitation du gouvernement. Alors, il y a justement une procédure accélérée sur ce texte. Est-ce que, pour vous, c'est un manque de respect pour le Parlement ou est-ce, comme le dit Marc Fesneau, c'est devenu la norme, finalement, cette procédure accélérée pour les parlementaires? Non, c'est un manque de respect pour les Français. Il se trouve que les parlementaires n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes. Les parlementaires n'ont d'intérêt que parce qu'ils représentent les Français. Et chaque député, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, est pris à partie à juste titre par ses électeurs, nous aussi, nous sénateurs, avec les nôtres, et nous avons à entretenir un dialogue qui est un dialogue de civisme pour expliquer ce que nous faisons et pour écouter ce que les Français voudraient que l'on fasse. Mais si on débouche sur 22 000 amendements, c'est-à-dire une absence totale de véritable dialogue où on coupe les cheveux en quatre sur des sujets qui n'ont aucune importance en passant à côté de la vérité des questions, par exemple la pénibilité qui est un sujet majeur, eh bien c'est vraiment la démocratie, le système républicain qui est affaibli. Et moi j'en veux un petit peu sans doute à la France insoumise, mais aussi à un gouvernement qui n'a pas préparé étape
par étapes les situations et qui, après 2 ans de confidence à huis clos, en quelque sorte, présente un sujet qui n'est pas mûr et qui n'est pas abouti. Est-ce qu'on entendait un Marc Fesneau, Olivier Faure dire qu'il y a des groupes politiques qui n'ont pas intérêt à ce que le débat se passe sur le fond? Est-ce que les Républicains font partie de ces groupes? Est-ce que vous avez intérêt à ce qu'on aille dans le fond de la réforme? Vous demandez un report de l'âge de départ. Est-ce que c'est audible? Je vais peut-être vous surprendre, mais moi je souhaite le débat sur le fond parce que j'aurais aimé voter ce texte. Je considère que la France a un vrai problème de charge des retraites. Nous avons hélas une démographie qui évolue, de plus en plus de personnes âgées, pas assez de jeunes, une démographie qui s'affaiblit, de moins en moins de jeunes, une croissance faible, 1,2, et donc un financement du régime de retraite qui est dans ces conditions impossible à garantir. Ça méritait quand même un débat, et si le gouvernement apportait des solutions, il y a des gens intelligents dans ce gouvernement, on pouvait penser, je pense en particulier lorsque le Premier ministre a évoqué l'âge pivot, enfin, on allait sur le vrai sujet, c'est-à-dire jusqu'à quand allons-nous continuer d'être le seul pays d'Europe qui s'arrête à 62 ans? Un mot sur un autre sujet, c'est ce procès que fait la droite à Emmanuel Macron, procès sur sa faiblesse dans les domaines régaliens. Est-ce qu'il y a de la part de la droite une crainte de voir Emmanuel Macron s'emparer de vos thèmes de prédilection et donc séduire vos électeurs? Le problème régalien, il est beaucoup, beaucoup plus complexe que l'attitude d'un président de la République qui n'est pas responsable de tout en toutes circonstances. Alors, il y a par exemple le rôle de la justice. La justice est indépendante, mais en même temps, le garde des Sceaux a la responsabilité de ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire définir quels sont les délits contre lesquels la justice, qui a des moyens malgré tout limités, doit placer sa priorité. Et de ce point de vue, force est de reconnaître en effet que l'action publique conduite par le gouvernement est confuse et ambiguë. L'affaire de cette jeune femme, Mila, très maladroite dans son expression, parfaitement déplacée, mais qui conduit le garde des Sceaux à un flottement. On a le sentiment qu'elle met sur le même plan ceux qui disent des stupidités et ceux qui menacent de mort. On se pose quand même la question de la nature de l'action publique. Eh bien, si Emmanuel Macron reprend la main, tant mieux, on verra bien ce qu'il propose. Pour l'instant, c'est vrai que ce n'était pas sa priorité. Alors, on attend un discours d'Emmanuel Macron sur la question du communautarisme. Par exemple. Selon les informations du Parisien, il devrait s'exprimer la semaine prochaine. Par exemple. Est-ce que c'est bon calendrier ? Comment peut-on penser, juste une question, comment peut-on penser qu'un homme, quel que soit son génie personnel, puisse du jour au lendemain maîtriser parfaitement les questions d'environnement en allant symboliquement au pied de la mer de glace et ensuite nous parler du communautarisme? Chacun de ces sujets mérite une implication totale, un approfondissement extraordinairement exigeant en termes de contact, de réflexion, d'échange. Et nous avons un système politique qui est absurde, où la même personne doit pouvoir régler tous les jours des problèmes différents qui, en toute entreprise normale, mobiliseraient des comités de responsables pendant des semaines. Moi, je suis consterné. La vie parlementaire a cessé. On se tourne toujours vers le président qui va sauver la France sur le terrain écologique le mardi, puis sur le terrain de l'ordre public le mercredi, sur le terrain des retraites le jeudi. C'est simplement pas possible. Mais pourtant, c'est une partie de votre camp, Gérard Longuet, qui demande à Emmanuel Macron de s'exprimer rapidement sur le communautarisme. Ils ont tort ? C'est pas qu'ils ont tort, c'est que nous devrions prendre, nous parlementaires, nos propres responsabilités et présenter nos propositions de loi ou les projets qu'on aimerait voir défendus par le gouvernement et interpeller le gouvernement. En réalité, nous sommes dans la situation d'observateurs alors que nous devrions être des acteurs. Un mot sur cette information qui vient de tomber, c'est cette forte baisse du chômage au 4e trimestre 2019, le chômage qui est à 8,1%. Est-ce que là-dessus, vous saluez l'action d'Emmanuel Macron ? C'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle que nous avons voté les textes sur la barémisation des conflits du travail et des contentieux devant la juridiction prud'homale. De la même façon, tout ce qui a été dans le pacte pour faciliter et faire tomber un certain nombre de blocages liés aux effectifs, nous avons soutenu le gouvernement. Nous partageons le résultat.
Allez, on va, comme tous les jours, se rendre dans une rédaction locale, Gérard Longuet. On va aller à Lyon aujourd'hui. Lyon, on retrouve nos partenaires du Progrès. Bonjour Frédéric Massé. Vous êtes le chef d'info desk central du Progrès. Et on va commencer avec vous en parlant d'une conséquence du zéro reste à charge, conséquence pour le secteur de la lunette. Et oui, effectivement, Oriane, on a beaucoup évoqué hier l'enquête de l'UFC Que Choisir qui dénonce une envolée des prix des complémentaires de santé depuis l'entrée en vigueur de cette mesure. On aurait pu s'attendre à ce que cette mesure booste le marché de la lunette. Finalement, c'est le contraire qui se produit selon les professionnels de notre région que nous sommes allés voir. Un secteur économique qui pèse lourd chez nous puisque les 2/3 des fabricants français de lunettes sont installés dans les départements de l'Ain et du Jura. Une filière historique qui emploie plus de 2000 personnes. Or, depuis plusieurs mois, effectivement, les professionnels de la filière tirent la sonnette d'alarme. Vous êtes donc allé les rencontrer. À quoi sont dues leurs difficultés ? Alors, ils nous expliquent deux premières raisons sont avancées par ces lunettiers. La première, elle est technique. C'est un bug informatique début janvier qui a fortement paralysé le tiers payant. Les dossiers de remboursement n'ont pas pu être traités. Résultat, le chiffre d'affaires des opticiens a baissé d'environ 25% en janvier. Et par voie de conséquence, les commandes aux fabricants de lunettes du Jura et de l'Ain ont chuté. Le problème informatique devrait être résolu dans les prochaines semaines selon les pouvoirs publics. Et puis la deuxième raison, c'est la réforme en elle-même. Désormais, les opticiens ont l'obligation de proposer dans leur magasin 54 montures pour adultes et enfants au prix de 30 €. Celles-ci seront intégralement remboursées, mais à ce prix-là, elles ne peuvent pas être fabriquées en France, nous assurent les fabricants. Elles viennent forcément d'Asie, selon eux. Et la troisième difficulté pour les fabricants, elle provient des mutuelles. Voilà, et quand effectivement on reparle encore des mutuelles, dans le viseur des lunettiers, le plafond de remboursement de ces mutuelles qui est passé au 1er janvier dernier de 150 à 100 € par paire de lunettes. À ce tarif-là, c'est rédhibitoire pour le Made in France, nous assure un fabricant d'Oyonnax dans l'Ain. À 150 €, on pouvait fabriquer en France. À 100 €, on achète tout en Asie et on assemble ici, explique-t-il. Alors, selon les professionnels, d'ici la fin de l'année, des entreprises vont se retrouver en très grande difficulté économique. Au final, la réforme du zéro reste à charge, qui s'annonçait plutôt attrayante sur le papier, s'avère dans les faits un peu plus mitigée, avec des usagers qui voient leur cotisation de mutuelle augmenter, des opticiens dont le chiffre d'affaires s'effondre, et des fabricants de lunettes dont les carnets de commandes se vident. Voilà pour ces conséquences du zéro reste à charge. On va parler municipal avant de se quitter, Frédéric. Et dans vos éditions de Côte d'Or, vous consacrez un article à une conséquence inattendue du Brexit sur les élections municipales. Effectivement, Yann, dans notre édition de ce matin du bien public, nous faisons le portrait d'un citoyen britannique, Paul Brennan, installé en France depuis 16 ans, devenu conseiller municipal de Montberthaud, un petit village de 200 âmes en Côte d'Or, qui ne pourra pas se représenter aux prochains scrutins municipaux des 15 et 22 mars prochains. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Brexit est passé par là. En France, les citoyens originaires d'un pays membre de l'Union européenne sont tenus d'avoir la double nationalité pour devenir maire ou adjoint, mais ils peuvent voter, se présenter aux élections et être élus conseiller municipal. Seulement avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les citoyens britanniques ont perdu ces droits. Paul Brennan a donc dû quitter le conseil municipal de Montberthaud dans le département de Côte d'Or. 10 autres élus anglais ont dû en faire de même et des centaines d'autres en France. Merci beaucoup, merci Frédéric. On va revoir la une du Progrès. Deux observations, si vous permettez. La lunetterie menacée. Et Gérard Longuet va répondre. Merci beaucoup, Frédéric. Sur la lunetterie, c'est un sujet que je connais bien parce que nous sommes le foyer d'origine de Essilor, qui est le fabricant mondial de verre, non pas de monture, mais de verre. Et il nous avait alerté il y a 2 ans, au moment de ce zéro reste à charge. C'était la porte ouverte à l'importation. Le gouvernement le savait. Et donc, il l'a accepté en toute tranquillité, au détriment de l'emploi. Je pense qu'un petit peu d'étalement dans le temps aurait permis aux entreprises françaises de s'adapter et notamment de numériser leur production. Peut-être aussi de revoir leur marge, parce que, bon, ok, surtout de l'ensemble de la filière. Quant aux citoyens britanniques, qu'ils deviennent français, ce sera pour nous un bonheur de l'accueillir. Et après tout, les Anglais et les Bourguignons ont eu partie liée pendant très longtemps, pendant la guerre de 100 ans, après tout. Et voilà, c'était la réponse de Gérard Longuet. Merci encore, Frédéric Massé, d'avoir été en direct avec nous. Gérard Longuet, on va passer à la revue de presse du côté de votre département avec Steve Jourdain. Et
Et Steve, à la une de la presse locale du côté de Gérard Longuet, ce matin, inquiétude autour des chiffres de la démographie dans le Grand Est. Le Grand Est qui ne fait pas assez de bébés, nous dit l'Est républicain. Peu de naissances, mais aussi peu d'apport de population, peu de migration vers la région. La démographie du Grand Est poursuit sa dégringolade. Selon l'INSEE, au 1er janvier 2019, la région comptait 13 000 habitants de moins qu'à la même période en 2018, Oriane. Et une question, qui sont les 2500 Européens élus dans des communes françaises? C'est en effet ce que se demande Ouest France, qui consacre une partie de sa réponse au département de la Meuse. La Meuse, qui est une petite Belgique, selon le quotidien breton. Dans la Meuse, en effet, les Européens sont en nombre. 38 conseils municipaux comptent au moins un quart d'Européens, Oriane. Et dans la Meuse, toujours, gros plan sur les villages fantômes. L'Express qui s'intéresse à ce qu'il appelle les gardiens de la mémoire. Les gardiens de la mémoire, ce sont ces maires qui sont à la tête de communes sans habitants. La France compte 6 villages morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Leurs maires contribuent à perpétuer la mémoire de l'horreur. Pas d'habitants, donc pas de campagne électorale à proprement parler, Oriane. Un petit mot de réaction peut-être là-dessus, Gérard Longuet? Alors, les communes détruites pendant la Première Guerre mondiale ont non pas des habitants, mais des contribuables, parce qu'il y a des propriétaires qui, de famille, de génération en génération, se sont transmis des biens et qui constituent le corps électoral de chacune de ces communes. Par ailleurs, nous entretenons en effet la mémoire et nous soutenons ces communes. Ma famille maternelle est d'ailleurs originaire d'une de ces communes. Allez, on va terminer, Steve, sur les coulisses des municipales dans la Meuse. L'Est républicain qui nous donne des noms et des chiffres à 5 semaines du premier tour. Eh bien, les candidatures affluent, les listes s'affinent, mais il reste des incertitudes. À Bar-le-Duc, par exemple, combien de candidats seront effectivement en mesure de présenter une liste complète? Une liste complète, c'est 33 noms. Le Rassemblement national, par exemple, n'a pas encore fait le plein, malgré un appel lancé sur les réseaux sociaux. Gérard Longuet, selon vous, c'est plié pour le Rassemblement national dans votre département? Ils ne feront pas aussi bien qu'aux européennes? Je le souhaite pour ma part parce que localement, le Rassemblement national n'a jamais rien apporté. Au plan national non plus d'ailleurs, mais en Meuse, en tous les cas, puisqu'on parle des municipales, je ne connais ni leurs convictions, ni leurs propositions, ni leurs réalisations. Un mot peut-être, merci Steve, à tout à l'heure. Un mot peut-être plus largement sur les municipales pour votre parti. Est-ce que votre parti, qui était vainqueur en 2014, l'UMP à l'époque, il a plus à perdre qu'à gagner au mois de mars prochain? Moi je crois qu'il va consolider ses positions pour deux raisons différentes. La première, c'est que les équipes qui ont été constituées ont plutôt bien fonctionné. Vous vous rappeliez la candidature de François Baroin, mais il y a des Barouins partout. Il y a des Barouins partout, je veux dire par là, il y a un esprit local. Et puis les élections municipales, comme les élections départementales et régionales l'année prochaine, sont ce que l'on appelle des élections contracycliques. Je l'ai mesuré à mon profit ou à mon débit dans ma longue carrière politique. Et en général, les électeurs ne soutiennent pas beaucoup le pouvoir en place au moment des élections locales. On parlait de François Baroin qui a donc déclaré hier officiellement sa candidature à la mairie de Troyes, 5e mandat. Il brigue un 5e mandat. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut à votre parti? C'est l'homme qu'il faut à la droite? C'est en tous les cas l'homme qu'il faut à Troyes et à l'Association des maires de France. Par ailleurs, François Baroin est un homme de conviction qui a été d'une loyauté exemplaire à toutes les équipes qui ont eu en charge les Républicains. Veut-il un jour prendre lui-même la responsabilité? C'est à lui de répondre. C'est à vous de lui poser la question. On lui posera, mais vous le souhaitez? Il a beaucoup de qualités. Il faut lui poser la question. C'est une affaire très personnelle. Le meilleur candidat, c'est celui qui a envie de l'être. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Gérard Longuet. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Mais d'abord, on va écouter le président du Sénat. Il était hier l'invité de Jean Massier dans Questions aux sénateurs sur Public Sénat et il est revenu sur le calendrier parlementaire de la réforme des retraites. On écoute Gérard Larcher. Emmanuel Macron a même abordé la possibilité de l'utilisation d'un 49.3 devant les parlementaires hier. Écoutez, moi je pense que le 49.3 n'est pas fait pour abréger un débat. Le 49.3, dans la Ve République, il est un outil quand on n'a pas de majorité. Et il a été utilisé dans l'histoire. Nos internautes n'étaient pas nés, mais à l'époque de Raymond Barre et de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il y avait un problème à l'intérieur de la coalition majoritaire avec les gaullistes. Michel Rocard, plus récemment, l'a utilisé parce qu'il avait un problème de majorité avec les communistes. Et encore plus récemment, je vous coupe, mais encore plus récemment, François Hollande et Manuel Valls l'ont utilisé à 2 reprises. Mais
d'une manière un peu différente. Et je pense que le 49.3, je l'ai dit clairement, je ne le conseille pas. De toute façon, il n'est pas applicable au Sénat. Et donc, au Sénat, nous aurons la plénitude du débat. Vous avez parlé d'amateurisme en parlant des députés En Marche. Vous les considérez amateurs dans leur manière d'aborder ce texte ? C'est le président de la République qui a parlé d'amateurs. Je pense qu'ils ne sont pas des amateurs, mais c'est un peu amateur quand même de penser, de proposer à des parlementaires de voter sans connaître ni l'impact financier d'un texte de loi, ni, j'allais dire, l'approche juridique. Et d'ailleurs, le Conseil d'État l'a dit. Et je pense que quand on respecte le Parlement, il faut lui donner tous les éléments pour qu'il s'exprime. Mais réunir les partenaires sociaux pour discuter avec eux du financement, ça fait partie aussi de la démocratie, c'est une bonne chose. Oui, mais voilà pourquoi j'avais proposé qu'on reporte l'examen du Parlement après la conférence de financement. C'était quoi 2 mois d'écart. Je crois que sans aucun doute on aurait gagné. C'est pour ça que le Sénat, dans sa conférence des présidents, a une très très large majorité. Seulement le groupe de la République En Marche ne l'a pas voté. Sur une proposition conjointe communiste et républicaine, a proposé qu'on lève la procédure accélérée, qu'on se donne le temps du porter à connaissance réelle, de l'étude d'impact réelle, de l'évaluation et du débat. Et notre invité politique ce matin, c'est Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la PQR, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. On va commencer par le coronavirus, Adrien Taquet, puisque vous êtes rattaché au ministère de la Santé, on le rappelle. 2 des 11 patients touchés en France sont sortis de l'hôpital hier, c'est ce qui a été annoncé. Est-ce que vous en savez plus sur l'état des 9 autres ? Écoutez, les 9 autres continuent à être suivis. Et évidemment, il faut attendre les résultats des tests et que les jours passent, ces 14 jours, fameux 14 jours d'incubation. Mais au-delà de ça, tous les Français qui sont rentrés de Chine continuent à être suivis. Les premiers qui étaient arrivés il y a de cela 12 jours, donc maintenant à Carry-le-Rouet, vont sortir demain, sauf erreur. Ils ont tous subissent en règle générale 2 tests par jour. Tout ça s'avère négatif jusqu'à présent. Donc les gens vont pouvoir commencer à sortir et à rentrer chez eux, retrouver leurs proches. Même la deuxième vague des Français qui étaient arrivés, que j'avais été accueillir à Istres, pourra commencer à sortir dimanche. Voilà. Là aussi, des tests tous négatifs. Pour l'instant, les tests sont pour l'instant tous négatifs. Il y a une stratégie qui consiste à éviter qu'il y ait propagation du virus dans notre pays. Est-ce qu'on a raison d'être inquiet, compte tenu en plus des informations qui sont forcément parcellaires qui viennent de Chine ? Écoutez, on est face à ce qui s'apparente à une pandémie mondiale, on le voit. Il y a des cas qui commencent à émerger dans la plupart des pays. On ne pourra répondre à cette crise que par une coopération internationale. C'est ce qui s'est mis en place depuis le départ et ce qui s'intensifie de plus en plus. On l'évoquait, une délégation de l'OMS va aujourd'hui en Chine. Il y a une réunion encore demain, aujourd'hui je crois, auquel se rend et qu'avait initié Agnès Buzyn en Europe, à Bruxelles. Voilà, c'est par la coopération internationale qu'on fera en sorte de mettre fin à cette pandémie. Mais on est face à une situation. Est-ce qu'il y a en France, au-delà des Français qui ont été rapatriés de Chine, est-ce qu'il y a en France des personnes qui sont suspectées d'être porteurs du virus et dont on attend encore les tests ? Écoutez, à ma connaissance, non. Je me permets de vous renvoyer aux conférences de presse, aux points presse qui sont faits par Jérôme Salomon, notamment le directeur général de la Santé, qui pilote de façon très concrète et opérationnelle ça et qui fait des points réguliers. À ma connaissance, non. Il y a bien eu du côté des contaminés de Montjoie ou des ressortissants britanniques. Pour l'instant, il y a bien eu ces 5 cas qui étaient autour d'un cas ont bien été confirmés. Ils sont suivis. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial à dire au sujet de leur état de santé. Enfin, tout est sous contrôle. Voilà, et on continue. Il y a eu de façon préventive hier une 3e école qui a été fermée. Voilà, de toute façon, on est dans la prévention, dans le suivi. Franchement, moi je vous le disais, j'étais à Istres il y a 15 jours pour accueillir les Français qui revenaient de Wuhan. Je pense qu'on peut être fier de notre pays et de nos professionnels de santé, de la sécurité civile, de nos militaires. Je pense qu'il y a peu de pays dans le monde qui sont capables de mobiliser en aussi peu de temps autant de disciplines, de les coordonner entre eux pour assurer la santé et la sécurité de nos concitoyens. Sur la viralité et la mortalité de ce virus, est-ce qu'on a des précisions ? On était encore très, très imprécis ces derniers temps. Parce que c'est au fil des cas qui se révèlent. On a une mortalité qui mécaniquement a plutôt tendance à décroître avec le temps, puisque le nombre de personnes
qui sont contaminés augmente. Donc il semblerait qu'il y ait une viralité plus grande qu'un certain nombre de virus qui ont pu être connus, constatés par le passé. Plus grande que quoi? Le SRAS, par exemple que le SRAS, mais une mortalité en proportion, même si en valeur absolue, on a dépassé le nombre de morts du SRAS, ce qui a provoqué un certain émoi en Chine notamment, mais en proportion qui est plus faible. Voilà. Et la recherche, là aussi, est mobilisée sur ces aspects-là. Allez, dans notre sujet, on va parler de la réforme des retraites. Situation inédite à l'Assemblée nationale où la Commission n'a pas pu examiner l'ensemble du texte en raison d'un trop grand nombre d'amendements, notamment de la France Insoumise, 19 000, on le rappelle. La situation risque de se reproduire en séance à partir de lundi, puisque la France Insoumise a déjà dit qu'elle emploierait la même stratégie. Est-ce qu'au fond, quelque part, ça arrange la majorité que le débat ne fasse pas sur le fond? Moi, je pense que ça n'arrange pas la démocratie. Voilà, je suis désolé de le dire. Il y a un dialogue, des débats qui se tiennent dans le pays depuis 2 ans. Il y a eu des concertations, il y a eu un nombre d'endroits, de moments, de lieux où on a pu débattre. Et l'Assemblée nationale, le Parlement, est un de ces endroits importants où le débat doit avoir lieu. Et on est face à une stratégie d'obstruction pure et simple qui est nuisible pour la démocratie. Moi, c'est ça que je regrette. Enfin, visiblement, même les députés de votre majorité ont des difficultés à comprendre ce texte. Il y a 2 députés LREM qui ont posé des questions au gouvernement concernant les coûts réels de cette réforme des retraites. Ça montre quand même qu'il y a des imprécisions et qu'il y a peut-être raison de s'interroger sur les lacunes de ce projet. Non, mais si je peux me permettre, il y a une différence entre un sujet qui est complexe, qui soulève un certain nombre d'interrogations pour les Français, avant même des parlementaires. Et c'est normal. Remettons les choses en perspective. Ça fait 30 ans qu'on est tous d'accord globalement pour se dire que que notre système des retraites est injuste et qu'il faut le réformer. Je vous rappelle le rapport Rocard, 1989. Bon, ça concerne le quotidien des Français. C'est normal que ça soulève un certain nombre d'angoisses. C'est un sujet complexe. On change totalement de système. Le débat parlementaire, notamment, puisqu'on sait qu'il y a aussi des discussions avec les partenaires sociaux, doit permettre d'affiner un certain nombre de choses, donc clarifier d'autres. Et ça, c'est totalement légitime. Et justement, le débat parlementaire devrait permettre à ça. Or, on a face à ça des gens qui veulent juste... Des gens qui sont aujourd'hui... la France Insoumise, aujourd'hui, est un parti conservateur qui défend un système injuste. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà. Et c'est dommageable. Mais quand même, c'est encore flou sur la question du financement, c'est encore flou sur la question de la valeur du point. C'est ça qui intéresse les Français. Est-ce que c'est quand même pas l'illustration d'un manque de préparation, d'un manque de clarté de la part du gouvernement ? La valeur du point, on a toujours dit qu'à un moment, il allait falloir la déterminer, et c'était dans le processus normal des choses. Il y a un certain nombre de garanties qui avaient été attachées à cette valeur du point et qui répondaient à des interrogations légitimes des Français. Le fait qu'il ne puisse pas baisser, la façon dont il va être construit, le rôle que vont pouvoir jouer les partenaires sociaux dans la valeur du point, le fait qu'il soit fixé sur l'évolution des salaires et non pas des prix, ce qui est quand même une garantie aussi d'évolution positive. Tout ça va être inscrit dans la loi, la fameuse règle d'or. Et puis, il y aura la détermination de la valeur de ce point. Mais tout ça, on est dans un processus assez normal, classique, s'il n'était pas entravé par des gens qui veulent juste défendre les inégalités du système actuel. Est-ce que vous n'avez pas échoué, je dis vous, c'est le gouvernement évidemment, à être intelligible, à parler au pays réel, pour reprendre l'expression du président de la République devant les députés de la majorité? Moi, je suis optimiste sur la possibilité encore de faire comprendre ce projet. Il semblerait, je vous rejoins là-dessus, effectivement un certain nombre de nos concitoyens, pour l'instant, ne comprennent pas l'intégralité du projet, n'appréhendent pas forcément avec précision quel effet ça aura sur leur propre situation, tant entendu qu'ils ne savent pas non plus aujourd'hui dans le système actuel quelle sera leur situation une fois qu'ils seront à la retraite, au point auquel le système actuel est compliqué. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire la pédagogie. Moi, j'attendais aussi beaucoup du débat parlementaire pour faire cette pédagogie, pour expliquer aux Français, pour clarifier un certain nombre de points, pour en préciser d'autres. Ce débat est empêché. Voilà. On peut être assuré que ça aboutira avant les municipales ? C'est qui empêche le débat et la pédagogie autour de cette Est-ce qu'on aboutira avant les municipales ? Écoutez, c'est nous, en tout cas, l'objectif qu'on s'est fixé pour l'instant, donc j'espère que oui. Avec un 49.3 ? Ça, écoutez, franchement, n'essayez pas de m'amener sur ce terrain-là. Pour l'instant, il n'en est
pas question de ce que j'en ai entendu. C'est la mère des batailles, en tout cas, d'après ce que dit le président, et qui s'attend à une remontada. Il est fan de football, donc je sais qu'il a besoin de... On partage cette passion, mais pas pour la même équipe. Mais est-ce que vous parleriez, vous aussi, d'une remontada nécessaire sur le projet des retraites, c'est-à-dire de reconquérir une opinion qui a été finalement assez défavorable? C'est notre ambition. Moi, je suis une fois encore intimement convaincu de la nécessité de cette réforme, non pas réformer pour réformer, mais parce qu'on est dans un système actuel qui est illisible et qui est injuste. Enfin, là où on a peut-être échoué, c'est de ne pas avoir suffisamment dit en quoi cette réforme de retraite était porteur de justice sociale pour beaucoup de nos concitoyens. Voilà, on n'a pas assez insisté là-dessus. Pour les gens qui ont des carrières hachées, c'est-à-dire des gens qui sont généralement en précarité sociale, pour les femmes, pour les mères célibataires, pour les personnes en situation de handicap, pour les gens qui ont des enfants. Voilà. Il y a pour les agriculteurs, le minimum vieillesse, ça va passer à 1 000 €. Il y a des gens qui sont à 300-400 € aujourd'hui. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment, notamment les partis de gauche, vont réussir à expliquer qu'ils sont contre tout ça et qu'ils ont été contre tout ça. Il est vrai, Monsieur le Ministre, qu'il y a un problème de communication visiblement sur les retraites, mais il y en a un autre qui a concerné le congé de deuil pour un enfant. Vous recevez, je crois, vous avez encore des réunions cet après-midi avec Muriel Pénicaud et les associations. Absolument. Et demain avec les partenaires sociaux. Et demain avec les partenaires sociaux. Alors cela dit, la CFDT a claqué la porte, estimant qu'elle servait d'alibi au gouvernement pour un projet qui était extrêmement flou et visiblement décidé aussi au sein de l'Assemblée nationale, où un groupe de travail a déjà annoncé des propositions. Concrètement, où on va et qu'est-ce que vous allez proposer aux associations ? Je suis désolé, mais moi, mon souci, c'est plus les familles que Laurent Berger. Voilà, je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, on a tous, et quand je dis tous, c'est sur tous les bancs, c'est à l'Assemblée, c'est ici au Sénat, j'en suis convaincu, c'est les associations de familles et c'est les partenaires sociaux. On a tous envie d'améliorer, autant que faire se peut, la situation de ces familles qui sont face à un tel drame, qui est le pire des drames qu'on peut rencontrer dans la vie, je pense. Il y a une association ce matin qui a dit: j'ai l'impression qu'on va rattraper 10 ans de retard dans notre pays sur ce sujet-là. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de retenir. On a reçu, avec ces quelques parlementaires que vous évoquiez, on a effectivement reçu les associations, on était en posture d'écoute. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous. On a fait pareil avec les partenaires sociaux. On leur a tous dit, on va vous revoir pour vous soumettre nos premières pistes. Les parlementaires ont travaillé de leur côté, ils ont proposé les premières pistes à leurs collègues. Alors, c'est des premières pistes. La piste de 3 semaines, est-ce que ça sera la piste retenue par le gouvernement ou pas? Écoutez, on est en train d'expertiser ça. Moi, à titre personnel, je suis assez séduit par ça, mais je veux entendre les associations là-dessus et les partenaires sociaux étant entendus. Et tout le monde s'accorde pour le dire. 5 jours, 12 jours, 3 semaines, c'est pas le cœur du sujet. C'est pas le cœur du sujet. C'est bien, ou tout autant, tout ce qu'il y a autour, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement financier pour faire face aux frais d'obsèques, la protection quand qu'est-ce que vous allez proposer, retour à l'emploi, ce genre de choses qu'on discute avec les partenaires sociaux. Justement, le texte arrive au Sénat le 3 mars, il sera examiné au Sénat le 3 mars. Qu'est-ce que le gouvernement va proposer? Qu'est-ce que le gouvernement va mettre dedans? Je vous le redis, le gouvernement va déjà, et les parlementaires, on va soumettre là les quelques idées qui sont évoquées aux associations cet après-midi, avoir leur retour. Est-ce que ça leur semble constituer un accompagnement global satisfaisant? Est-ce qu'il y a des choses va évoluer par rapport aux propositions des parlementaires? Sur les propositions des parlementaires, il y a des choses il y a des grands principes, il y a des choses qui sont précises. Vous parliez des 3 semaines de congé. Il y a des choses qui sont... Sur le capital d'essai, par exemple, on peut imaginer de le revoir à la hausse? Fondamentalement, tout est envisageable. Ce qui est important sur cette question-là, c'est qu'il y ait une équité territoriale et que l'ensemble des Français puissent en bénéficier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est laissé... La CAF fait à cet égard un boulot formidable. Ils ont créé un parcours d'essai où ils accompagnent les parents et où il y a une aide financière, mais qui est à la libre disposition de chacune des caisses et donc avec des traitements différents. On aimerait en faire... moi, mon avis, c'est qu'il faudrait en faire un vrai droit, voilà, et qu'il soit le même pour tout le monde. Voilà. Donc ça, il faut affiner tout ça, voir comment on construit ça, comment on le finance. Mais franchement, on va aller dans la bonne direction à cet égard. Allez, autre sujet, Emmanuel Macron qui a annoncé des mesures sur le handicap, conférence nationale sur le sujet il y a 2 jours, mesures qui concernent aussi les enfants. Quel va être votre rôle dans la mise en œuvre de ce plan? Il faut déjà saluer le travail de Sophie Cluzel à cet égard depuis plus de 2 ans. Moi, le handicap, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un sujet sur lequel j'étais très investi en tant que parlementaire. J'avais rédigé un rapport sur la simplification administrative du handicap avec Jean-François Serre, et dont une des mesures phares
était l'attribution des droits à vie pour les handicaps non susceptibles d'être dévolués, et mesure qui a été adoptée, qui est en œuvre depuis plus d'1 an. Et un certain nombre des mesures d'ailleurs qui ont été annoncées hier ou avant-hier recoupent ce qu'on avait pu constater dans ce rapport. Moi, si vous voulez, sur mon champ plus spécifique de la protection de l'enfance, il y a un sujet. Il y a même plusieurs sujets, mais il y a un sujet central qui est que 30% des gamins aujourd'hui qui sont à l'aide sociale à l'enfance sont porteurs d'une reconnaissance de handicap. 30%. Et ça soulève un certain nombre de défis pour nous. D'une part, tout ce qui est accompagnement à la parentalité. Je pense qu'il y a des situations de placement, comme on dit, que l'on pourrait éviter si on outillait, si on accompagnait mieux les parents dans leur parentalité, pour éviter que des situations se dégradent et conduisent à un placement. Premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est celui de l'évaluation. Souvent, notamment s'agissant des troubles du spectre de l'autisme, vous avez un certain nombre de syndromes de l'autisme qui peuvent s'apparenter à du syndrome de délaissement parental. Et quand vous avez des travailleurs sociaux, des experts judiciaires, des juges qui ne sont pas formés à l'autisme, ils peuvent prendre ça pour des syndromes de délaissement parental. Et ça peut conduire à des placements qui ne sont pas justifiés. Bon, ça, nous avons mis en place, dans la continuité de la stratégie nationale pour l'autisme, dans le cadre des TND, on a mis en place une task force pour trouver les moyens d'éviter ce genre de situation, notamment en modernisant et en outillant les cellules de recueil d'informations préoccupantes. C'est un gros sujet. Et le troisième sujet, si vous me permettez, c'est en matière de protection. Ces gamins de l'aide sociale à l'enfance qui sont en situation de handicap, ils sont au croisement de deux politiques publiques. Ils sont au croisement du social et du médico-social, avec des décideurs différents, avec des financeurs différents. C'est des gens qui sont au croisement de deux politiques publiques. Et dans un pays qui fonctionne en silo, quand vous êtes au croisement de deux politiques publiques, en fait, vous tombez dans le trou qui est entre les deux. Et en fait, ces enfants-là, on ne sait pas les accompagner. On ne sait pas les accompagner. On les accompagne mal, soit socialement, soit du point de vue médico-social. Il faut que nous inventions une façon nouvelle, décloisonnée, qui combine un accompagnement social et médico-social, d'accompagner ces enfants. Et c'est un des points très forts de la stratégie pour la prévention et protection de l'enfance que j'ai présentée le 14 octobre dernier dans votre beau département. Tout à fait. Voilà. Où nous allons, via la CNSA, bon ça c'est les tuyaux de financement, peu importe, allouer 15 millions d'euros pour financer des projets qui émaneront des territoires en fonction de leurs besoins, portés par les départements ou par les associations, pour inventer ces formes nouvelles d'accompagnement de ces enfants en situation de handicap. Voilà, moi c'est une de mes grosses priorités parce que c'est un sujet majeur. Je me permets simplement de revenir sur les contrats avec les départements, mais vous avez engagé des actions, vous avez engagé un contrat pour permettre aux départements de développer des actions fortes vis-à-vis de la protection de l'enfance. Ouais. Une enveloppe de 80 millions, mais concrètement, il y a beaucoup d'associations qui se disent que c'est notoirement insuffisant au regard de la portefeuille entier que vous avez à votre disposition. Alors deux choses, sur la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, donc sur l'amélioration de notre système institutionnel qui est l'aide sociale à l'enfance, dont la compétence, vous l'avez rappelé, le département, mais qui pour moi est une compétence partagée entre l'État et le département. Il n'y a pas que la contractualisation, si je peux me permettre. Il y a un certain nombre de chantiers nationaux importants, pour répondre aux difficultés connues. Notamment, j'ai saisi le Conseil national de la protection de l'enfance pour qu'il puisse élaborer des normes sur les taux d'encadrement, sur la formation des professionnels qui sont dans les foyers. Aujourd'hui, vous avez ça pour l'accueil de la petite enfance, mais pas du tout pour les institutions de l'aide sociale à l'enfance. Il faut que l'on norme un peu plus, que l'on cadre un peu plus et que ça soit la même chose sur le territoire. De la même façon, les assistantes familiales, les fameuses familles d'accueil, tous les départements sont confrontés à des difficultés de pyramide des âges, de recrutement, d'attractivité. Bon. Et les assistantes familiales sont confrontés à des difficultés de formation, de valorisation symbolique et financière. Le 27 février prochain, j'ouvre des négociations collectives, parce que c'est de cet ordre-là, avec les organisations syndicales et les associations pour réformer les assistants familiaux. Donc vous voyez des projets nationaux importants. On réforme la gouvernance aussi, le pilotage de la protection de l'enfance. Et puis, il y a la contractualisation avec 30 départements cette année. Il y a eu 62 départements qui m'ont répondu favorablement pour aider, cofinancer des projets pour ici créer une solution pour accompagner les enfants. Là, créer une offre, par exemple un village d'enfants pour permettre que les fratries ne soient pas séparées, pour réinvestir dans la PMI, protection maternelle et infantile, voilà, parce qu'on est sur de la prévention et moi je crois beaucoup à ça. Voilà. 80 millions d'euros pour cofinancer ces projets avec les départements, sur 30 départements cette année, et puis 30 supplémentaires l'année prochaine. On va aller d'ailleurs assez rapidement
désigner les 30 prochains départements et puis monter en puissance et couvrir l'ensemble du territoire. On va revenir sur le meurtre de la petite Vanny qui a eu lieu le week-end dernier et qui interroge sur les liens finalement entre la mère et l'enfant. Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour couper définitivement le lien entre une mère et son enfant lorsque la mère présente des troubles aussi graves? Alors c'est pas aussi blanc et noir que ça. Parce que vous savez, on parle de matière humaine. Bon, cette histoire est dramatique, évidemment. Moi, ça m'inspire 2 ou 3 choses. D'une part, il faut, c'est un autre point important d'ailleurs, il faut que nous ayons un référentiel d'évaluation des situations de danger. Aujourd'hui, quand vous êtes un enfant à Lille ou à Marseille, vous n'êtes pas en danger de la même façon. Pourquoi? Parce que les travailleurs sociaux, les cellules de recueil d'informations préoccupantes, les personnes qui évaluent la situation de danger n'ont pas de référentiel national, donc ont leurs propres règles, leur propre référentiel pour apprécier ce qui est une situation de danger. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dès que je suis arrivé, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour qu'elle élabore un référentiel sur l'évaluation des situations de danger, pour aider les professionnels à évaluer les situations. Et ça va être mis en place quand? D'ici, la Haute Autorité de Santé va revenir vers moi à l'été. D'une certaine manière, Monsieur le Ministre, vous dites qu'il y a eu défaillance. Une défaillance globale, on ne veut pas pointer du doigt un service en particulier, mais il y a une défaillance. On va surtout pas pointer du doigt parce qu'on va attendre les résultats de l'enquête, parce qu'il y a une enquête judiciaire, pour voir ce qu'il en est. Ce qui est la deuxième chose, répondre à votre propos et poursuivre le mien, c'est que effectivement, dans notre pays, on a trop souvent, pendant très longtemps, privilégié le maintien du lien biologique. Et les lois de 2007, protection de l'enfance, et de 2016, ont remis le curseur dans les textes vers l'intérêt supérieur de l'enfant. Et après, vous avez les pratiques professionnelles. Et puis, une fois encore, ce sont des sujets très complexes. Parce qu'il semblerait que cette mère montrait de l'investissement dans la relation avec son enfant. De ce qu'on nous en dit. Bon. Mais il faut que l'intérêt supérieur de l'enfant prime. Il faut que ça soit notre boussole à nous dans l'action publique et de chacun des professionnels sur le terrain. C'est dans la grande majorité des cas, mais peut-être pas partout. Et ça soulève un point, cette question-là, qui est la question du dialogue entre la psychiatrie adulte et la protection de l'enfance. Vous avez une mère qui a des troubles psychiatriques, qui est suivie, qui bénéficie d'un accompagnement depuis plus de 2 ans, qui a été prise en charge, d'ailleurs identifiée comme fragile et prise en charge pendant sa grossesse, qui semble-t-il allait au CMP régulièrement, était suivie. Bon. Et ce dialogue n'est pas insuffisant pour vous? Voilà. Mais le psychiatre. Il y a trop de cloisonnement? Le psychiatre adulte va prendre l'intérêt de son patient, donc la mère, en considération. Est-ce qu'il a suffisamment pris en compte, est-ce qu'on prend suffisamment en compte dans ce genre de cas l'intérêt supérieur de l'enfant? Et donc il faut renforcer ce dialogue entre la psychiatrie adulte et la protection de l'enfance. Il faut que l'intérêt supérieur de l'enfant soit davantage pris en compte, et on va travailler là-dessus. On est en train de, notamment avec les associations, de voir, et puis les associations de psychiatres, de voir comment on peut avancer sur ce sujet-là, parce que je pense que le sujet de fond, c'est un peu complexe, mais je pense que le sujet de fond, il est là en fait. Une question simplement et rapidement sur la lutte contre la pornographie qui fait partie aussi de votre champ d'activité, si je puis dire. L'exposition à la pornographie, alors on a eu un article du Figaro qui disait que l'exposition à la pornographie commençait même en primaire dorénavant. Vous aviez, le président Macron avait défini une stratégie, mettre la pression sur les fournisseurs d'accès pour la mise en place d'un contrôle parental. Où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il faudra en passer par la loi ? Eh ben, on va voir, mais la volonté est intacte. Alors la volonté est intacte, oui. La volonté est intacte. Mais celle des fournisseurs, elle est comment ? Et la pression est toujours bien là. On les a tous réunis. Alors, c'est pas que les fournisseurs, c'est vraiment tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc vous avez aussi les fabricants de téléphones, les gens qui ont les OS, les fournisseurs d'accès, les moteurs de recherche. Bref, pour la première fois, on a mis tout le monde autour de la table. On leur a tous fait signer un protocole d'engagement où effectivement, on se fixe, ce qu'a dit le président de la République, 6 mois pour baisser drastiquement l'exposition des jeunes. Pour mai, donc, c'est ça. Ça sera l'été. Ça sera l'été. Oui. Ça sera l'été. Parce qu'on sait que c'est extrêmement complexe techniquement, le contrôle parental. C'est ce qui ressort des articles qu'on peut lire aussi de là. Non, vous pensez que c'est tout à fait faisable ? Donc c'est une question de volonté des acteurs. Je pense que c'est faisable. On a fixé l'objectif, on leur laisse le choix du moyen pour
pour y arriver. J'ai ouvert la première session technique de travail très concrète la semaine dernière au CSA, puisqu'on a confié au CSA et à l'ARCEP la responsabilité de mener ça, de construire un indicateur aussi qui va nous permettre de mesurer l'évolution. On va faire un premier point en avril, et puis un second à l'été, et on verra si les outils mis en œuvre par les différents acteurs permettent de limiter drastiquement l'exposition des jeunes à la pornographie, et si tel n'est pas le cas, comme l'a dit le président de la République, nous en passerons par la loi. Cédric O, secrétaire d'État au numérique, et moi-même sommes très très clairs là-dessus. Et puis par ailleurs, permettez-moi de dire que tout ça est complété par la PPL Avia, où la question de la pornographie fait partie du texte, la PPL Couillard... La PPL Avia, c'est la proposition de loi sur la lutte contre la haine en ligne. Contre les violences sexuelles qui va arriver bientôt au Sénat. On a réaffirmé dans la loi que le simple disclaimer « j'ai 18 ans » pour rentrer sur un site porno ne suffisait pas à protéger les mineurs, et en rappelant les sanctions pénales qu'il y avait. Et par ailleurs, dans le projet de loi audiovisuel, l'ARCOM, la future instance de régulation de la télévision, mais aussi de l'Internet, aura comme mission, de façon explicite, la protection des mineurs contre la pornographie. Donc c'est un dispositif global qui doit nous permettre de mieux protéger nos enfants. Dernier sujet, c'est l'exposition des jeunes enfants, voire des très jeunes enfants aux écrans. Est-ce que pour vous, ça va devenir un vrai problème de santé publique ? Écoutez, je discute beaucoup avec les professionnels, c'est à la fois les praticiens. Vous rencontrez, j'étais encore à Strasbourg il n'y a pas longtemps, où j'ai rencontré tous les professionnels de la PMI de Strasbourg, qui sont là depuis 20-30 ans, et qui vous disent, écoutez, les gamins ne sont plus les mêmes en fait. Quand on rentre dans une classe, on disait bonjour, tout le monde nous répondait en disant bonjour madame. Là, on rentre dans une classe, il y en a 3 qui nous répondent. Ils constatent des problèmes d'attention. C'est quoi ? Manque de concentration, difficulté de langage ? Concentration, il y a des difficultés de langage qui sont perçues. La difficulté, c'est que tout ça est en réalité plutôt multifactoriel. Et pour l'instant, aucune étude scientifique, parce qu'on discute beaucoup aussi avec les scientifiques, aucune étude scientifique ne permet aujourd'hui de définitivement acter que l'exposition des écrans génère des troubles de cette nature-là. On n'a aujourd'hui pas assez de recul, tout simplement, par rapport, et des cohortes pas suffisamment grandes, et pas assez de recul. Pour autant, on avait saisi le Haut Conseil à la santé publique pour nous faire des recommandations. L'exposition avant 3 ans reste effectivement plutôt à bannir. Ce qui est important, et tout ça s'inscrit dans le cadre du projet autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant que nous menons et sur lequel nous allons faire des annonces d'ici l'été. C'est la question de la parentalité numérique. Les parents, ils sont paumés face à ce sujet-là. Ils sont paumés. Ils se rendent bien compte que c'est une formidable opportunité, les écrans, mais que c'est aussi porteur de risques. Ils se rendent bien compte que c'est pas terrible, mais c'est bien pratique quand même. Et ils se rendent bien compte que aussi, et c'est peut-être le cœur du sujet, ils sont toute la journée comme ça, et un enfant, ça se construit aussi par mimétisme. Bon, bref, il faut accompagner les parents sans les culpabiliser. Voilà, leur donner un certain nombre de règles, de repères. L'utilisation de l'écran en soi n'est pas si problématique que ça. Si c'est partagé, si c'est créateur de liens, si c'est une activité parmi d'autres. Voilà. Donc pour l'instant, c'est plus la question des usages que de l'exposition en elle-même. Mais on est dans un processus itératif et on avance encore au gré de la recherche. Dernière question, Adrien Taquet. Est-ce que vous serez candidat municipal ? Écoutez, c'est pas encore totalement acté. Moi, aujourd'hui, j'essaie... Ça approche quand même. Oui, ça approche. Moi, écoutez, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'essaie d'être utile là où je peux être utile. C'est toujours ce que j'ai dit sur Asnières et Colombes. J'ai dit, moi, je ne serai pas en position éligible. Je serai sur la liste si ça peut être utile que je le sois. Et aujourd'hui, et à Asnières et à Colombes, il y a des très très bonnes dynamiques de chacun de nos 2 candidats. Avoir un ministre LRM, c'est pas un atout quand même au municipal. Écoutez, moi, j'essaye d'aider. Dans ce contexte, c'est pas si clair. Si, moi je suis. Alors moi, je revendique haut et fort l'étiquette et mon appartenance au gouvernement. Mais qu'est-ce qui va vous décider alors ? Moi, pour l'instant, j'ai été soutenir nos candidats dans la moitié des villes du département des Hauts-de-Seine. Et mon ambition, c'est d'aller les soutenir dans l'ensemble d'ici au 15 mars. En tout cas, vous ne serez pas tête de liste. Des 36 candidats. Ah non, ça, je ne serai pas tête de liste, mais ça, je l'ai toujours dit. Voilà. Et puis, vous savez, il y a les municipales, puis il y a les départementales, les régionales, enfin, il y a un certain nombre d'échéances. Je ne sais pas que ça m'intéresse plus, mais je pense qu'il faut regarder l'ensemble des échéances, parce qu'en plus, vous le savez très bien ici, plus qu'ailleurs, tout ça est très lié. Merci beaucoup Adrien Taquet, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julien Lécuyer. Demain à votre place, Adrien Taquet, ce sera Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, puisqu'Édouard Philippe rencontre aujourd'hui les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. On passe tout de suite au club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le club des territoires.
quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec ces messieurs, nous parlerons de la déclaration de candidature de François Baroin. Le suspense était mince, mais ça y est, c'est désormais officiel. Le président de l'Association des maires de France brigue un 5e mandat dans sa ville de Troyes. Et puis, on va parler des communes nouvelles. Ce sont ces villes qui sont nées de la fusion de plusieurs communes. Avant de partir, comme tous les jours, en région, dans une commune nouvelle du Maine-et-Loire, on va d'abord faire un point sur ce que sont ces communes nouvelles. C'est avec Béatrice Finzan. Créées par la loi du 16 décembre 2010, à l'occasion de la réforme territoriale, les communes nouvelles ont un double objectif. Permettre une fusion plus simple des villes et lutter plus durablement contre l'émiettement communal. Afin d'encourager leur création et pour compléter le dispositif, la loi du 16 mars 2015 donne plus de place aux conseillers municipaux des anciennes communes. En 10 ans, 774 communes nouvelles ont ainsi été créées, dont 97 depuis 2016. Étalées sur l'ensemble du territoire, on constate tout de même une forte concentration des communes nouvelles dans la Manche, le Calvados, l'Orne ou encore le Maine-et-Loire depuis 2016. Si certaines villes ont choisi de se regrouper parce qu'elles sont proches politiquement, d'autres ont été créées à l'initiative du préfet. Grâce à cette fusion, le nombre total de communes en France est ainsi passé sous le seuil de 35 000, soit 5% de moins qu'au 1er janvier 2010. Voilà, vous savez tout sur ces communes nouvelles. Maintenant, on va prendre donc la direction du Maine-et-Loire. C'est le département champion des communes nouvelles. Ça marche tellement que dans le département, le nombre de communes a été divisé par 2 en 6 ans. Conséquence, 2 fois moins d'élections municipales cette année. Jérôme Rabier et Audrey Vuettas se sont rendus dans l'une de ces communes nouvelles, Segré en Anjou bleu. Nous sommes ici devant l'ancienne mairie de Segré, mais depuis le 1er janvier 2017 et la fusion de 15 communes, il s'agit de l'hôtel de ville de Segré en Anjou bleu. Avant, on gérait le quotidien d'un peu moins de 7000 administrés. Désormais, on s'occupe de près de 18 000 habitants. Gilles Grimaud, bonjour. Vous êtes en 2014 réélu maire de Segré et depuis 2017, vous êtes le maire de Segré en Anjou bleu. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, vous avez sous les yeux la carte de l'ancienne communauté de communes du canton de Segré qui regroupait les 15 communes. Et depuis 2017, nous avons fusionné ces 15 communes autour de Segré, la ville-centre, pour créer Segré en Anjou bleu. Qu'est-ce qui a motivé cette fusion, cette création d'une commune nouvelle? C'est la loi NOTRe et c'est la décision du préfet de nous obliger, alors que nous étions une communauté de communes qui pouvait rester seule puisque nous avions plus de 15 000 habitants, il nous a obligés à fusionner avec nos amis du Candéen et du Poncéen et naturellement pour préserver ce que nous faisions précédemment ensemble, nous avons décidé de créer cette commune nouvelle. Nous sommes ici à Agny-Oiseau, commune qui a intégré Segré en Anjou bleu, l'une des 15 communes. Et on rencontre monsieur le maire, ou plutôt le maire délégué, Gabriel Aureillard, bonjour. Bonjour. Donc vous avez abandonné un petit peu de votre pouvoir avec cette intégration dans la commune nouvelle. C'est vrai, les maires délégués que nous sommes devenus ont abandonné une partie de leur pouvoir. Mais ce qui, à mes yeux, est plus important, c'est ce qu'on peut faire de cet outil qu'est la nouvelle commune. Et ça a permis de faire des travaux peut-être un peu plus importants ? Un peu plus importante d'une part et puis plus rapidement qu'on aurait pu le faire seul à Agny-Oiseau. Vous avez cet exemple des travaux que vous avez là sous les yeux, les travaux de réfection de la toiture de l'église qui vont coûter aux alentours de 250 000 €. Je ne suis pas certain que les marges de manœuvre financières de la commune d'Agny-Oiseau nous auraient permis de faire ça rapidement. Et une des conséquences concrètes, c'est que là, en 2020, lors des élections municipales, on votera plus pour le maire d'Agny-Oiseau. Absolument, on votera pour le maire de la commune de Segré en Anjou bleu, mais aussi pour le maire délégué de la commune d'Agny-Oiseau, parce que pour des raisons de proximité, et je crois qu'il faut conserver cette proximité entre le maire délégué et la population, il serait sans doute de bon ton que les listes en course prévoient la nomination, la désignation d'un maire délégué dans chacune des communes déléguées. Un changement pour les habitants, on va aller voir ce qu'ils en pensent. C'était fait pour faire des économies.
Mais je ne sais pas. Ce qui change, c'est plutôt l'esprit commune, l'esprit de clocher qui va changer. Ouais. Parce que bon, Segré, c'est la commune majeure, quoi, la plus grande ville. Et puis, tout va se centraliser sur Segré. Et puis, dans les petites communes, on a peur que ça soit un petit peu oublié, quoi. Peut-être que ça peut aider, oui, à financer un projet pour une petite commune qui ne le pourrait pas. Mais à l'heure actuelle, nous, on n'a pas vu sur notre commune. Pour la première fois, l'ensemble des habitants des 15 anciennes communes voteront pour un seul maire, celui de Segré en Anjou bleu. Et pour faciliter la transition, ce sont 69 conseillers municipaux qui seront élus au lieu de 33 habituellement dans une ville de 18 000 habitants. Voilà pour ce reportage de Jérôme Rabier et d'Audrey Vuettaz. On a vu le maire de Segré en Anjou bleu pour des raisons d'équité. On va vous montrer la liste des candidats déclarés à ce jour dans cette commune. Et puis Jérôme Rabier sera sur ce plateau demain. Il viendra nous parler à nouveau notamment de ces communes nouvelles. Bonjour messieurs, bonjour Aurélien Elias. Bonjour. Bonjour Sébastien Fournier, rebonjour Steve. Bonjour, on va parler d'abord avec vous de ces communes nouvelles. Elles ont été créées par la loi de 2010, renforcées par la loi NOTRe. Est-ce que c'est une réussite ces communes nouvelles, Aurélien ? C'est certain. On a eu une première étape législative qui a fait peu avancer les choses. Et en fait, une seconde loi est intervenue. Et c'est clairement entre 2015 et 2018 que là, il y a eu une explosion du nombre de communes nouvelles. Alors on parle essentiellement de petites communes. Plus de la moitié des communes qui ont fusionné avaient moins de 500 habitants. Et aujourd'hui, plus de la moitié des communes nouvelles, donc de la nouvelle commune issue de ces fusions, a moins de 2000 habitants. Reste que voilà, sur cette base du volontariat, longtemps on a voulu fusionner les communes malgré elles. On se souvient de la loi Marcellin qui avait été un échec en la matière, c'était il y a longtemps. Là, le législateur... Dans ce reportage, parler d'obligations, c'est ça qui a aussi beaucoup braqué lors de la création de ces communes nouvelles. Et là, pour le coup, c'est le facteur essentiel de la réussite, c'est sur la base du volontariat des élus que ça a pu fonctionner. Et deux choses, il y a eu la base du volontariat et puis aussi l'incitation financière. Je pense que c'est ça qui a beaucoup aussi aidé à la fusion de communes. La fameuse carotte financière. La fameuse carotte financière. On a aujourd'hui 800 communes nouvelles, c'est ça je crois, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est vrai que très longtemps on a essayé de fusionner un peu de force les maires à se marier entre eux. C'est vrai, la loi Marcellin c'est un exemple en la matière parce que là on essaie de le faire avec force et d'ailleurs c'était tellement un échec que c'est à cette époque que les maires ruraux se sont constitués en collectif, ce qui allait donner naissance à l'association des maires ruraux de France à l'époque, dans les années 70. Donc on voit bien à quel point ce sujet est très compliqué. Aujourd'hui, c'est super. La France des 36 000 clochers, elle n'existe plus. On est à moins de 35 000 communes. C'est plutôt une bonne chose. Vous parlez de cette incitation financière. Qu'est-ce que ça apporte finalement de devenir une commune nouvelle en matière financière ? Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a eu d'abord l'incitation financière. Rappelez-vous, dans une période où, sous le quinquennat de François Hollande, les dotations en ont pris un coup. Donc même s'il ne fallait pas, et c'est le conseil premier qui était donné, monter une commune nouvelle pour les finances, il se trouve que conserver ces dotations, à l'époque, c'était pas rien. Et puis aujourd'hui, bien au-delà, c'était quand même l'idée de préserver un minimum de services publics. Or, une commune de 200-300 habitants dans la France des années 2000-2010, aujourd'hui 2020, avec si peu de moyens, impossible de conserver une poste ouverte à elle seule, impossible de conserver un guichet à la mairie qui soit ouvert suffisamment longtemps. C'est avant tout la volonté à la fois d'avoir un minimum de services publics et puis aussi de monter des projets, parce que les maires disent souvent, voilà, moi je suis là pour monter des projets, faire des investissements. Faire des investissements quand on est une commune de moins de 100 ou 200 habitants, quand on n'est pas une commune touristique, quand on n'est pas un cas particulier, forcément c'est plus simple si on s'associe avec les 3 communes autour, voire avec la ville, le bourg-centre. Et puis on l'entend dans le reportage, on entend ce maire dire moi la rénovation de la toiture de mon église, j'aurais pas pu la faire en étant resté dans une commune. Là, dans une commune nouvelle, eh bien je peux la faire, on a plus de financement pour les travaux. Oui, parce qu'on mutualise, parce que quand vous avez des communes qui ont un peu un destin commun, c'est-à-dire qui font à peu près la même chose. Enfin, toutes les communes font la même chose, elles investissent, elles font du service public. Mais là, quand vous avez des territoires qui sont à côté, c'est pour le bien collectif, qui dépasse largement les frontières d'une seule commune. Donc, on est plus nombreux, on a plus d'argent, on peut faire plus de choses. On l'a vu que ces communes nouvelles, elles sont assez inégalement réparties sur le territoire. Elles sont plutôt dans l'ouest de la France. Comment on l'explique ça, Aurélien ?
Il y a deux choses. Il y a, je pense, sur certains territoires. Donc, c'est vrai que les communes nouvelles sont concentrées, pour aller vite, dans le quart nord-ouest de la France. Il y a des territoires, notamment en Bretagne, où la tradition de coopération entre les territoires, que ce soit au niveau de l'intercommunalité, des pays, même des grandes associations, elle est là. Donc finalement, la commune nouvelle, c'était un aboutissement, c'était quelque chose de logique. Et ça fait partie de ces territoires pour lesquels l'explosion des communes nouvelles s'explique. Voilà, c'est un des sujets. L'autre sujet, c'est par exemple dans la Manche. La Manche, vous avez Cherbourg. Ensuite, il faut les chercher, les grandes villes. Vous avez énormément de petits villages, 50, 80, 100, 200 habitants. Dans le courrier des maires, on est allé voir et on a interviewé le maire de Picoville. Voilà, Picoville s'est associé avec des villages aux alentours qui avaient très, très peu d'habitants. Et donc c'est aussi le moyen, par ailleurs, d'exister par rapport aux grandes communautés d'agglos. Si vous voulez avoir voix au chapitre dans la communauté d'agglos ou dans la communauté de communes, eh bien, vous avez un petit peu plus de voix, un petit peu plus de pouvoir si vous représentez 2000 habitants que si vous en représentez 300. Oui, c'est certain. Il y a une question d'attractivité, de peser localement sur un territoire et de peser à Paris aussi, parce que les discussions se passent à Paris. Une commune, quand elle est petite, si elle ne fait pas partie d'un collectif, ça va être difficile pour elle de se faire entendre auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, hein, par exemple, à Paris. Donc c'est vrai, quand on est plus grand, plus fort, on pèse davantage. Alors ça, c'est les points positifs. Est-ce que c'est facile à accepter pour les habitants de voir finalement disparaître sa commune telle qu'elle existait et d'être dans une commune nouvelle ? Ça a été tout le débat et justement, il y a eu des ajustements législatifs. Vous avez toujours... Alors, il y a des sujets, par exemple, des habitants qui n'avaient pas envie de voir leur adresse changer. Et puis quand vous avez 3 rues de l'église, ça pouvait être compliqué. Donc là, je vous épargne les détails, mais il y a eu des ajustements pour que la rue de l'église puisse subsister, mais aussi pour que dans l'adresse postale, ça peut paraître bête, mais quand on habite la commune, on a envie de conserver le nom. Dans l'adresse postale, conserve le nom de la commune déléguée. Donc ce sont des petites choses qui, ajoutées les unes aux autres, ont fait que globalement, la commune nouvelle a été plutôt acceptée. Et de toute façon, il faut le volontariat de l'ensemble des conseils municipaux qui vont former la commune nouvelle. Donc on imagine mal les conseils municipaux, même des petites communes fusionnées, aller à l'encontre de la vie des habitants. Alors justement, pour ces maires, on a vu dans ce reportage ce maire qui a été élu maire de Segré, ville de 5-6 000 habitants, et qui devient, durant son mandat, maire de Segré en Anjou bleu. Là, on passe à 18 000 habitants. C'est aussi un gros changement pour les maires. C'est un changement, c'est une modification déjà du conseil municipal, puisque vous avez un conseil qui est formé de conseillers qui représentent chaque commune, et cela à la proportionnelle, puisque c'est proportionnellement plutôt à la population. Donc vous pouvez avoir des communes qui peuvent être pas bien représentées, puis vous avez des maires de communes qui peuvent disparaître. Mais alors, on a trouvé la parade, puisque plutôt de les faire disparaître, on leur donne un titre, un poste de maire délégué. Donc voilà, on essaye de faire en sorte, les pouvoirs publics ont fait en sorte que tout le monde s'y retrouve, qu'il n'y ait pas de perdants dans l'affaire de fusion de communes. Mais ce poste de maire délégué qui n'a pas d'existence, c'est-à-dire que le 15 mars, les habitants de Segré en Anjou bleu ne voteront pas pour un maire délégué, ils voteront pour leur maire. Ils ne voteront pas pour un maire délégué, mais déjà durant le mandat, le maire délégué est adjoint de fait. Donc quelque part, c'est pas quelque part d'ailleurs, il reste totalement dans l'exécutif de la nouvelle commune. Et puis on imagine mal, on est en période municipale, on imagine mal le maire de la commune nouvelle qui a besoin de construire un projet de consensus, partir avec une liste, avec sa majorité, qui n'inclurait pas, ou du moins qui n'irait pas prendre le pouls, l'avis des anciens, des maires délégués actuellement. Donc il y a quand même aujourd'hui des pratiques qui font que les maires délégués, s'ils le souhaitent, même à l'occasion du renouvellement des mandats municipaux, restent dans le jeu. Et un dernier mot, parce qu'on peut se dire que ça baisse le nombre de communes, ça baisse le nombre d'élus locaux. Et on le voit, par exemple, là, ce chiffre que nous donne Jérôme, c'est pas 33 élus qui seront élus comme dans des villes de 18 000 habitants, mais 69. C'est pas forcément une baisse des élus locaux, ces communes nouvelles. Non, alors là aussi, vous posiez la question tout à l'heure de l'acceptabilité de ces communes nouvelles. Il y avait un moment où, avant la dernière loi commune nouvelle, si les choses restaient en l'état, près de 40% des conseillers municipaux de ces communes nouvelles allaient disparaître, 40% des sièges.
La loi de Françoise Gatel, la sénatrice, est passée par là. On a instauré un seuil minimum qui fait que, par exemple, alors l'exemple le plus souvent cité, Livaro Pays d'Auge, dans le Calvados, 234 conseillers municipaux qui devaient tomber à une trentaine de conseillers municipaux, va en conserver environ 80. Donc ça permet de conserver une certaine base et surtout une représentativité géographique des communes déléguées. Allez, on va passer aux informations qui concernent la campagne municipale et l'une des principales informations de ces dernières heures, Steve, eh bien, c'est désormais officiel. François Baroin est donc candidat à un nouveau mandat dans sa ville de Troyes. C'est officiel. Bon, il n'y avait pas beaucoup de suspense. À Troyes, François Baroin est effectivement candidat à un 5e mandat. L'information, on va le voir, fait la une de l'Est éclair. François Baroin, il a annoncé sa candidature dans une lettre qui a été rédigée, qui a été adressée aux Troyens. Il va axer sa campagne sur les thèmes de la sécurité et de la non-augmentation des impôts locaux. Son slogan « Ensemble pour Troyes », on notera le jeu de mots. Regardons quelques-unes des promesses du candidat Baroin. Dans un contexte national de réduction des dotations aux collectivités locales, nous avons décidé pour la 21e année consécutive de ne pas augmenter les impôts. Autre promesse en ce qui concerne la sécurité, François Baroin promet un renforcement de la police municipale et du réseau de vidéoprotection de la ville. Alors le CV, François Baroin est maire de la ville, on le sait, depuis 1995. En 2017, il s'était mis un peu en retrait de la vie politique. Et puis il y a quelques mois, à l'automne, il avait fait son grand retour. Il avait réintégré le comité stratégique Les Républicains. Avec cette candidature à Troyes, ça se confirme, François Baroin est bel et bien de retour dans l'arène. Jusqu'où ? Jusqu'où, Aurélien Elias? Non, mais en tout cas, c'est un faux suspense, Steve le disait. Mais quand même, c'est une annonce, François Baroin, qui officialise sa candidature à la mairie de Troyes. Secret de polichinelle, comme on pouvait le penser. La seule question, c'était quand la candidature se ferait. On sait qu'en général, les maires sortants sont les derniers à se déclarer. Et pas besoin de se déclarer plus tôt que nécessaire. Il y a toujours une prime aux maires sortants. C'est le cas pour François Baroin. Depuis 2 voire 3 ans, on sait qu'il creuse ce sillon de la France des territoires, de retrait du moins clamé de la vie politique, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, c'est un sillon qui lui convient bien. C'est un signal aussi envoyé au maire de France, c'est le président de l'Association des maires de France, François Baroin, c'est un signal ? Je ne sais pas si c'est un signal envoyé au maire de France, parce que pour le coup, c'est avant tout la continuité de cette image qui s'est créée durant ce quinquennat, légèrement en retrait de la vie politique, de la vie des partis, de la vie politicienne. Il se veut le héros des territoires. Un héros des territoires sans mairie, ça n'aurait pas grand sens, c'est assez logique comme candidature. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il va y aller en 2022 ? Est-ce que, voilà, ses amis. Et la candidature à la mairie de Troyes et l'élection probable à la mairie de Troyes, c'est une condition pour être candidat à la présidentielle en 2022 ? Certainement, avec un ancrage. Local. En tout cas, c'est un ancrage local. C'est une pichenette, donc, si je puis me permettre. Et en même temps, président de l'Association des maires de France, ça permet de garder une voix au niveau national sans être dans la politique politicienne. Absolument, non, mais absolument. Là, la vraie question, en effet, c'est va-t-il y aller pour 2022 ? Ses amis le veulent, c'est certain. Lui, le veut-il ? Ça, je l'ignore. Je ne sais pas ce qu'il en pense. On l'a toujours vu comme un loup solitaire, toujours un peu en retrait. Donc, je crois que voilà. En tout cas, il montre clairement qu'il est dans la bataille. Et pour le coup, jouer la carte locale, c'est encore le meilleur moyen de garder toutes ses chances pour le national. Et voilà, et on va continuer à regarder les dernières infos de campagne. C'est avec vous, Steve. Et Steve, on commence par des adieux. La fin d'une ère politique. Alors la formule, elle est un peu galvaudée, mais à Annecy, c'est pas une page, c'est un livre qui se referme. Bernard Accoyer va quitter la politique. Il ne sera pas candidat aux prochaines élections municipales. Bernard Accoyer, c'est 27 ans à la tête d'Annecy-le-Vieux. Bernard Accoyer, au niveau national, on le sait, c'est aussi la présidence de l'Assemblée nationale sous Nicolas Sarkozy. Et une question à Paris, y aura-t-il un débat entre les candidats ? Peut-être qu'il y aura finalement un débat entre les candidats à la mairie de Paris. Rachida Dati est finalement
pour. D'ailleurs, a-t-elle jamais été vraiment contre? La candidate Les Républicains a en tout cas affirmé sur France 2 hier qu'elle ne refusait jamais le débat et qu'elle souhaitait, qu'elle était prête en tout cas à un débat de fond avec les autres candidats à la mairie de Paris. Allez, de Paris, on va aller à Marseille. À Marseille, il y a un dérapage qui passe mal. Non, les représentants de la République en marche ne manquent pas d'humanité. Emmanuel Macron se trompe parfois. Il manquerait plutôt de tact, de savoir-vivre. Yvon Berland, candidat soutenu par la République en marche à Marseille, n'a pas apprécié un article paru dans Les Échos, un article critiquant sa campagne. Du coup, Yvon Berland a menacé le journaliste à l'origine de cet article. Il lui a promis, je cite, de lui mettre la tête dans le cul. Fin de citation. Promesse de campagne difficile à tenir. La direction des Échos s'en est émue auprès de Stanislas Guérini qui a immédiatement présenté ses excuses. Yvon Berland a aussi publié un communiqué de presse dans lequel il dit regretter ses paroles, Lauriane. Elle est à Saint-Etienne comme à Marseille. D'ailleurs, le foot n'est jamais très loin. Saint-Etienne, ville ouvrière et ville de foot. Patrick Révili, l'ancien attaquant star des Verts des années 70, se présente au municipal. Sous quelle étiquette? Il est soutenu par la République en marche. Mais ce soutien, ça le gêne un peu. Nos confrères du Figaro, il reconnaît ne pas mettre ce soutien en avant lorsqu'il parle à la rencontre des électeurs. Il l'a même promis, il ne sera jamais adhérent La République en marche. Voilà une promesse de campagne qui est relativement facile à tenir. On va aller à Strasbourg. Strasbourg, c'est la débandade. Le candidat PS, Mathieu Kahn, jette l'éponge. Il était le numéro 2 de la liste PS dans la ville. Il est actuellement adjoint au maire. Alors pourquoi ce retrait qu'il a annoncé hier à nos confrères de 20 minutes? Mathieu Kahn se serait retiré à la suite de révélations de Mediapart. Entre 2004 et 2011, il aurait été l'auteur d'un blog sur lequel figuraient des photos érotiques de jeunes femmes. Pour sa défense, Mathieu Kahn a affirmé que ces photos n'avaient rien d'érotique, mais qu'il s'agissait simplement de photos du nu non érotique donc. Un mot de réaction, Aurélien Elias, à l'une de ces infos? Plutôt réagir sur qui remplace Mathieu Kahn, c'est la sénatrice, ex-sénatrice Catherine Trottmann, une figure du jospinisme. C'est pas forcément gagné pour elle, puisque même si elle a une notoriété locale importante, un candidat de renouvellement qui a déjà été 2 fois maire, qui a appelé à la rescousse, c'est pas gagné puisqu'il ne reste qu'un mois de campagne. Sébastien. Oui, Bernard Accoyer qui quitte la scène. Oui, mais alors, vous savez qu'Annecy, c'est une commune nouvelle. Mais exactement. C'est une commune nouvelle, donc bon, c'est un départ, mais il y a une nouvelle donne, puisque c'est Jean-Luc Rigaud, qui est maire de la commune nouvelle, qui se représente donc à sa succession. Allez. On va retourner à Marseille, on en parlait, on va y retourner comme tous les jeudis. On prend la direction de Marseille, retrouver nos partenaires de la Provence. Bonjour Guilhem Ricavi. Guilhem, directeur des rédactions de la Provence. Alors vous êtes à Marseille, mais on va parler d'une autre ville. On va parler d'Aix-en-Provence. Aix qui est en queue de peloton en matière de vélo en ville, selon une récente étude. Oui, effectivement, c'est la Fédération des usagers de bicyclettes qui régulièrement fait des études dans les villes de France pour voir comment est pratiqué le vélo, comment est perçue sa pratique. Et donc, sur un échantillon de 800 personnes à Aix-en-Provence, pas très loin de là où nous sommes, eh bien, effectivement, le vélo n'a pas vraiment le vent en poupe puisque la note obtenue dans ce classement est de 2,4 sur 6. Et Aix-en-Provence est classée, 33e ville sur les 40 villes de plus de 100 000 habitants en France qui ont été testées. Alors vous allez me dire c'est un petit peu mieux que lors de la précédente étude en 2017. Aix-en-Provence était 38e, il y a une remontée de quelques places, mais pour autant, effectivement, les conditions ne sont pas idéales et c'est majoritairement la sécurité qui est mise en cause par les usagers de vélo. Faire du vélo à Marseille ou à Aix, ça reste très dangereux. Alors voilà, pour le vélo, on va rester à Aix-en-Provence, mais on va parler cette fois des municipales à Aix-en-Provence. Comment ça se passe la campagne là-bas, Guilhem ? C'est une campagne effectivement un petit peu particulière, puisque 11 candidats sont déclarés pour briguer la succession de Maryse Joissains. Maryse Joissains qui elle-même est de nouveau candidate pour rempiler une nouvelle fois. Elle s'est déclarée le 10 janvier dernier avec ces mots à elle: je suis vierge comme une jeune fille. C'est ce qu'elle a dit lors de cette conférence de presse. Mais Maryse Joissains qui est toujours sous une condamnation d'inéligibilité. Et c'est la Cour de cassation maintenant qui doit se prononcer sur sa possibilité ou pas de repartir au combat à la tête du mairie qu'elle dirige depuis 2001. La réponse de la Cour de cassation est attendue le 19 février. Soit Maryse Joissains effectivement repartira, soit si ce n'est pas le cas, les cartes seront rebattues pour cette élection dans la cité du Roi René. Et c'est une élection qui s'annonce incertaine, Aix-en-Provence.
C'est une élection qui s'annonce incertaine, avec des candidats de droite multiples, des candidats du centre et de la République en marche multiples aussi, et puis des alliances qui se font jour justement, notamment par exemple Stéphane Salord, Génération Écologie, qui a fusionné sa liste avec celle de Charlotte de Bucher, qui est de la société civile. Leur message il y a quelques jours a été clair. Nous entendons le message des Aixois. Il y a trop de listes. À nous de nous rapprocher, de trouver des terrains d'entente pour proposer un projet cohérent pour succéder à Marie Joissains. Et vous, pour nous parler de vélo, Guilhem, c'est un cycliste qui est à la une de la Provence aujourd'hui, c'est Thibaut Pinot. Pinot revient pour gagner. Un petit mot peut-être sur ce Tour de Provence, qui commence aujourd'hui. Et oui, Tour cycliste de la Provence dont nous sommes très fiers, qui est organisé par la Provence. C'est la 5e édition. Elle s'élancera de Château-Renard tout à l'heure pour arriver cette première étape au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et comme ça, effectivement, toute la semaine, les plus grands coureurs participeront à cette épreuve que, bien sûr, on suivra largement dans les colonnes de notre journal. Aujourd'hui, d'ailleurs, on propose à nos lecteurs, en plus du journal, sans supplément de prix, un supplément de 16 pages dédié entièrement à cette compétition qui permet de découvrir des paysages véritablement exceptionnels. Voilà pour ce Tour de la Provence. C'est donc à lire aujourd'hui dans votre journal. Thibaut Pinot revient pour gagner. Merci beaucoup Guilhem d'avoir été en direct avec nous et Merci. On va voir ce qu'il y a à la une des autres quotidiens régionaux avec vous, Steve. On y va. Et Steve, à la une de la presse ce matin, la pénurie de candidats au municipal. Village cherche candidat, titre La Montagne. En Corrèze, certaines petites communes n'ont toujours pas de candidat ni de liste pour les élections municipales. Alors, faute de prétendants, le scrutin pourrait tout bonnement ne pas avoir lieu. Ces communes se retrouveront alors sous la tutelle de la préfecture, Oriane. Campagne municipale, toujours la sécurité, priorité numéro 1 des Français. La sécurité au cœur de la campagne, titre La Nouvelle République. La sécurité à l'intérieur des communes est au cœur des préoccupations des Français, selon les sondages, on le sait. La Nouvelle République pose alors la question, quels moyens accorder aux policiers municipaux? En Indre-et-Loire, de nombreux candidats abordent la question. Le prix d'une campagne, c'est à la une du Maine Libre. Oui, combien coûte leur campagne, se demande le Maine Libre. Tracts, affiches, QG de campagne, réunions publiques. Comment les candidats à la mairie du Mans financent-ils leur campagne électorale? L'enquête est à retrouver dans le quotidien régional. Et on va dans le Vaucluse pour terminer. On s'intéresse au volet technique du métier de maire. Ouais, gros plan en effet sur l'endroit où sont confectionnées les écharpes des maires. L'écharpe tricolore de 6000 maires est fabriquée dans le Vaucluse. Nos amis du Dauphiné proposent une visite guidée dans l'une des 6 dernières entreprises en France à fabriquer de telles écharpes. Cette entreprise se trouve donc dans le département du Vaucluse. En ce moment, c'est le rush. On fabrique 50 écharpes par jour à l'approche des élections. Eh bien, merci beaucoup, Steve. On va regarder vos unes, messieurs. Aurélien, la une du courrier des maires municipales, c'est la dernière ligne droite. Oui, on a mené une enquête et comparé notamment la campagne 2020 à celle de 2014. On a une campagne beaucoup moins politisée qui a démarré aussi beaucoup plus tard. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a joué le jeu de campagne un peu particulière en investiguant les territoires où il y a des communes nouvelles. Vraiment une campagne à part puisque c'est le premier finalement pour 98% des communes nouvelles. Ça va être la première élection dans cette circonscription. Et puis l'autre phase de cette campagne un peu à part, c'est celle des métropoles, puisqu'elles sont nées durant ce mandat. On n'en parle pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup de propositions des candidats, alors que le pouvoir s'y concentre de plus en plus. Et justement, on en parle dans Objectif Métropole de France. C'est bien fait cette émission. Dans Objectif Métropole de France, focus sur la cité phocéenne. Sébastien, à Marseille, le changement, c'est maintenant. Voilà, tout le monde va être en rupture avec l'ère Gaudin qui s'achève, puisque le maire sortant ne veut pas se représenter. Certains d'ailleurs parlent de système Gaudin. Donc tout le monde va être en rupture. Martine Vassal, elle également, qui sera donc la candidate LR à sa succession. Pas facile, parce qu'elle était quand même dans l'équipe municipale sortante. Elle ouvre sa liste donc à des personnes de la société civile. C'est pas la seule qui va être en rupture, bien évidemment. Vous avez la gauche qui n'est pas totalement unie, elle l'est, parce que les Verts font bande à part, ils vont présenter une liste indépendante, donc on voit bien à quel point, si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'unité sur ce sujet, et l'écologie est d'ailleurs parmi les thèmes qui sont présents dans la campagne est en tête. Et c'est à lire dans Objectif Métropole de France. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, l'invité politique Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Très bonne journée sur Public Sénat.
la presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.